avec un fort... Business Challenge, le magazine de l'économie et de l'entreprise. Chers téléspectateurs, ravis de vous retrouver dans cette édition Business Challenge. Nous sommes aujourd'hui à la Chambre de commerce et d'industrie du Niger. C'est notre 35e numéro de Business Challenge, le magazine 100% consacré à l'économie et à la vie des entreprises au Niger, mais aussi avec un regard sur notre sous-région. Dans cette édition, nous allons parler essentiellement des plans de riposte contre la pandémie du Covid-19, notamment au niveau économique. Vous allez voir les réponses apportées au niveau du secteur privé, mais aussi au niveau du secteur public et du monde associatif. Justement, nous ouvrons cette édition avec la contribution de Lions Club du Niger à la riposte nationale contre le Covid-19. Vous allez voir comment le Lions Club s'est mobilisé pour apporter son soutien au gouvernement. Toujours dans le même cadre, nous allons vous amener à 2M Invest. 2M Invest qui a lancé il y a quelque temps le concept Courtia. Courtia qui vise à sensibiliser les couches les plus vulnérables, les plus défavorisées de notre société pour faciliter leur accès à l'information sur les mesures de prévention contre le Covid-19. 2M Invest, après quelques semaines de mise en œuvre du concept Courtia, nous fait le bilan de cette activité en termes de nombre de personnes touchées et aussi de l'impact produit. Toujours parlant de riposte et aussi des plans de prévention, nous serons ensemble avec le président du comité ad hoc mis en place par la Chambre de commerce et d'industrie du Niger pour analyser l'impact des mesures gouvernementales dans le cadre de la gestion de la pandémie, l'impact de ces mesures sur les entreprises et les acteurs du secteur privé de manière générale, et aussi les mesures d'accompagnement à prévoir pour soutenir les entreprises les plus affectées par la gestion de la pandémie du Covid-19. Le comité a élaboré un rapport et ce rapport a été présenté au ministre des Finances, donc au gouvernement, en vue de voir comment est-ce que, de manière concertée, le gouvernement et la Chambre de commerce vont pouvoir mettre en œuvre des mesures de soutien aux acteurs économiques. Nous allons en parler tout à l'heure avec le président du comité ad hoc, M. Abdoulaye Diada. Et puis, toujours dans cette édition, nous allons parler aussi de comment l'utilisation du numérique permet la continuité des activités économiques, la continuité du fonctionnement des institutions en vous amenant à l'ANSSI. L'ANSSI, c'est l'Agence nationale pour la société de l'information et son directeur général, M. Gimba, a organisé une visioconférence avec les étudiants de CESAC depuis Dakar. Et cette visioconférence a porté sur l'entrepreneuriat des jeunes en Afrique. Vous allez voir les échanges entre le directeur général de l'ANSSI et les étudiants du CESAC depuis Dakar, et tout cela grâce à la bonté des technologies. Et puis, dans cette édition, nous vous proposons un plateau avec le directeur général du Centre Oasis des entrepreneurs. Le Centre Oasis des entrepreneurs est un centre incubateur qui accompagne les petites et moyennes entreprises avec un fort accent sur l'entrepreneuriat des femmes. Après 3 ans d'existence, quel est le bilan de ce centre et comment aujourd'hui il s'adapte et continue ses activités malgré la pandémie? Son directeur général va nous en parler dans le plateau qui clôture cette édition. J'espère que le menu de cette édition vous plaît. Calez-vous confortablement dans votre siège et allons-y pendant 52 minutes à la découverte de pans entiers de l'économie et de la vie des entreprises au Niger, mais aussi avec un regard sur notre sous-région. À tout de suite. L'une des plus grandes organisations de clubs philanthropiques du monde, la fondation du Lions Club International LCIF a procédé à la remise de dons au dispositif en charge de la riposte contre la pandémie du Covid-19 au Niger. C'était le vendredi 8 mai 2020 au Palais des Congrès de Niamey. Un don d'une valeur estimée à plus de 6 millions de francs CFA, composé des kits de protection contre le Covid-19. Au regard de la situation qui prévaut, la fondation LCIF, par cet appui en produits de protection d'une valeur de $10 000, soit à peu près 6 millions de francs CFA, entend contribuer au renforcement du dispositif mis en place par le ministère de la Santé pour permettre aux professionnels de santé de pouvoir faire face à la pandémie Covid-19. Ce don que vous voyez
est constitué de 100 combinaisons médicales, 3000 masques de protection individuelle, 5000 paires de gants, 150 paires de chaussures, 200 flacons gel hydroalcoolique de 500 ml, 250 bidons de 1 litre d'eau de javel, 250 flacons de savon liquide de 750 ml. Le comité interministériel s'est réjoui de la contribution des Lions Club à l'action sociale au Niger. Au nom de tout le peuple du Niger, nous voudrions vous remercier pour cet acte. Le Lions Club, club service, a toujours été aux côtés de la population et surtout aux côtés des couches vulnérables dont vos actions ont toujours touché. Et donc, pour nous aujourd'hui, vous ne faites que concrétiser cet engagement que vous avez pris en étant des lions. Et pour cela, félicitations et merci au nom de toute la population. Créée en 1917 aux États-Unis, la fondation du Lions Club International LCIF est la première organisation non gouvernementale ONG mondiale selon un classement publié par le Financial Times en 2007. Ce classement évalue entre autres la capacité des organisations à canaliser et à coordonner l'engagement social et philanthropique. La fondation du Lions Club International LCIF compte 1,4 million de membres et plus de 46 000 clubs services bénévoles répartis sur 220 pays et territoires. Les actions des membres du Lions Club consistent à organiser des activités de levée de fonds et à encourager le volontariat pour des actions sociales. Chaque club local participe, selon ses propres choix, à des actions locales, nationales et internationales. Les programmes financés ciblent 4 principaux domaines, à savoir la protection de la vue, les services à la jeunesse, de l'aide aux victimes de catastrophes et plusieurs autres types d'actions humanitaires. Le Niger a connu le Lions Club en 1960 par la création d'un club. Et petit à petit, aujourd'hui, beaucoup de clubs sont créés et nous sommes aujourd'hui à 13 clubs. 13 clubs avec un effectif de 250 et quelques. Nous avons assisté à beaucoup d'activités du 1er juillet 2019 à ce jour. Et beaucoup d'activités. Si je peux me rappeler, nous avons fait des dons dans le cadre de la protection de la vue. Nous avons également organisé des collectes de fonds également pour pouvoir financer certaines œuvres. Nous avons également fait des œuvres au profit des enfants qui sont atteints du cancer infantile. Le club est animé et représenté par un président, le district par un gouverneur, le district multiple par un président du conseil des gouverneurs, tous élus pour un an. L'adhésion du Lions Club est basée sur le volontariat. Pour devenir membre du Lions Club, il suffit simplement d'avoir envie. Je pense que tout commence avec l'envie d'aider son prochain. Et à partir de là, vous pouvez contacter l'un des clubs et leur faire part de votre désir de devenir membre. À ce moment, ce qui va se passer, c'est que le club va vous accueillir. Le club va très certainement vous associer à certaines de ces activités. Comme ça, vous allez pouvoir comprendre comment ça marche. Et si vous êtes toujours intéressé, le club donc va se proposer de vous introniser en tant que membre. La fondation du Lions Club International LCIF continue à soutenir les efforts des Lions Club et leurs partenaires en vue d'aider au niveau local et international par amélioration des conditions de vie de communauté à travers des subventions et des projets humanitaires. Après 2 semaines d'action sur le terrain, la direction générale de 2M Invest a procédé le mercredi 29 avril au bilan des activités du concept Courtia. Au total, 2378 femmes ont été formées directement sur les méthodes préventives de lutte contre le coronavirus au Niger. Ces femmes ont partagé à leur tour l'information sur l'ensemble du territoire national. Et dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19 ou la maladie à coronavirus, notre société, entreprise citoyenne, s'est lancée à l'instar de beaucoup de structures dans ce combat-là. Et donc, nous avons initié un concept que nous avons appelé concept Courtia ou les tourterelles. Le concept consiste à identifier dans chaque groupement
féminin Mata Masdoubara, 5 femmes influentes qui ont la capacité et le leadership naturel de pouvoir sensibiliser leurs pairs et le reste de la communauté. Ces 5 femmes sont généralement choisies par les comités de gestion des coopératives que nous encadrons. Elles sont choisies sur la base de critères bien définis. À cette date, selon les statistiques qui nous sont remontées, nous avons formé exactement 2378 femmes courtières qui, à leur tour, ont sensibilisé directement 116 397 personnes. Donc ça, c'est vraiment les personnes sensibilisées directement. Si on doit compter les personnes qui sont touchées indirectement, en considérant que chaque personne peut toucher en moyenne 7 personnes au sein du ménage duquel il vient, on peut dire que notre campagne a touché presque plus de 800 000 personnes. Mais on peut aller au-delà de ça. Parce qu'en dehors du concept de courtier, au niveau de 2M Invest, nous avons renforcé notre dispositif de sensibilisation en utilisant aussi les autres canaux de communication tels que les radios communautaires. Donc, il y a une dizaine de radios communautaires avec lesquelles nous travaillons dans ces 7 régions et qui ont poursuivi les sensibilisations avec les spots en langue locale, notamment en Jarma et en Hausa. Et pour Niamey, nous avons ajouté le spot en français. Ces femmes appelées courtières ont su apporter le message à l'endroit des personnes cibles de 2M Invest qui n'ont pas des fois accès aux canaux d'information tels que la radio, la télé ou encore les téléphones portables. Si la personne porte une bague, de l'enlever pour nettoyer la surface et la bague elle-même. J'ai conseillé mon entourage et connaissances, ce qui me fait un total de 160 personnes sensibilisées. Je leur ai dit d'éternuer dans le creux du coude et jeter les mouchoirs dans la poubelle après utilisation. Cette initiative nous a beaucoup ouvert l'esprit. Partout où l'on va, on explique aux gens. Et à la maison, nous avons sensibilisé les enfants sur le lavage des mains. Nous leur avons aussi expliqué de se maintenir à distance et d'éviter les rassemblements. Ils doivent aussi éviter de se donner la main. Des sketchs sur les techniques de lavage de mains et sur le respect des gestes barrières ont marqué la fin de la cérémonie. Monsieur le vice-président, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir ici à la Chambre de commerce pour parler du comité ad hoc que vous avez dirigé, mais également du travail qui a été fait par ce comité. Donc, nous nous sommes vus il y a quelques temps dans Business Challenge, et c'était au moment où le comité a été mis en place et que vous avez commencé les consultations. Et après les consultations, donc vous avez fait le travail. Le 5 avril dernier, votre rapport a été présenté au gouvernement, donc notamment au ministre des Finances. Donc avant de parler de la rencontre avec le ministre des Finances, parlons déjà du rapport qui a été élaboré par le comité que vous avez dirigé. Ce rapport aujourd'hui, il contient quoi? Quelles sont les grandes conclusions de ce rapport? Comme vous le savez, c'est un comité paritaire qui a été mis en place, qui comprend aussi bien des élus consulaires que des cadres de la Chambre de commerce, et qui a fait un travail remarquable. Et donc, la dernière fois, je vous disais qu'un questionnaire a été envoyé à une soixantaine d'institutions pour recueillir leur avis sur toutes les difficultés qu'elles vivent et qu'elles voient venir, en tout cas qui auront des incidences très importantes sur la vie de leurs entreprises. C'est dire que c'est une approche participative que nous avons menée et qui a donné des résultats très importants et qui ont fait l'objet de beaucoup d'échanges entre nous et les différents acteurs concernés. Donc, à la lumière de tout ce qui a été fait, le travail qui a été fait, les échanges qui ont été faits aussi bien par écrit que par des entretiens avec les acteurs concernés,
il ressort que les activités économiques ont connu un choc très important par rapport donc à cette pandémie. Et presque tous les secteurs de l'activité économique ont été impactés. Donc, les plus importants qui ont connu donc, les misères donc, dépendent de quel secteur, mais ceux qui ont connu donc des très graves difficultés jusqu'à l'arrêt complet des activités, c'est d'abord le secteur du tourisme et de l'hôtellerie, de l'artisanat, qui sont liés, les trois sont liés. Il y a les bâtiments et travaux publics, les BTP, comme on les appelle. Il y a les industries, il y a les banques, il y a les transports, il y a les secteurs des loisirs et des sports, pour ne citer que ceci. Et si vous voulez, l'impact varie de 50 à 90% selon de ralentissement d'activité. Okay. Selon les secteurs que je vous ai... Oui. 50 à 90, c'est quand même assez énorme, quoi. Bien sûr, 90, c'est-à-dire c'est l'arrêt. Oui. C'est l'arrêt de l'activité. Il n'y a que l'administration qui travaille. Si c'est une industrie, tout est... C'est-à-dire la production même peut-être est déjà arrêtée. Absolument. Okay. Tout à fait. Et là, quand vous avez remarqué ça, parce que là, c'est le feedback direct de ces institutions. Et quand même, je rappelle aussi, ces différentes structures ont des membres. Et c'est aussi leurs membres qui parlent en disant, voilà comment ça nous affecte. Et alors, en termes d'arrêt d'activité, on a vu, mais en termes aussi de perte, est-ce que les entreprises parlent de perte par rapport à leur chiffre d'affaires, par rapport aux résultats qu'ils prévoyaient, ou bien par rapport même à leur performance économique? Il va de soi, c'est évident. OK. Est-ce que cela est mesuré, en fait? Cela est mesuré et avec des chiffres à l'appui. Okay. Nous avons travaillé avec des gens, des chiffres à l'appui. Donc, les détails n'ont pas encore été mis à la disposition des autorités, mais on leur a donné un ordre de grandeur. Et nous avons dit, attends, si on ne fait pas attention, déjà l'impact de cette pandémie, avec la déstabilisation que cela a causé au niveau des entreprises, fait que leur participation à la richesse nationale, c'est-à-dire au produit intérieur brut, va connaître une chute très importante. Donc, on a alerté les autorités sur ce que cela peut être. Et si vous permettez, également, donc, le déploiement de ce questionnaire nous a permis de voir un certain nombre de difficultés que traverse le secteur économique de manière générale, y compris le commerce. Et c'est quoi ces difficultés? Ces difficultés, il y a d'abord la désorganisation de la distribution dans le pays et même de la demande. Il y a aussi le problème d'approvisionnement du pays qui se pose. C'est bien en matière première. Et même des produits de première nécessité. Il y a également le chômage. Les entreprises ont été obligées, certaines de fermer, certaines de mettre une bonne partie donc, du personnel en chômage technique. Et ça crée toute la problématique de la compensation. Exactement. Comment il faut compenser ça? Voilà, donc c'est là, si vous permettez, je viens aux mesures d'atténuation que nous avons sollicitées. Ces mesures ont concerné donc, un certain nombre de secteurs, notamment les entreprises de façon générale, mais également le secteur bancaire, qui est donc un acteur très important dans cette chaîne, et ensuite des mesures sociales pour faire face à cette situation. Je ne vais pas revenir en détail sur ça, mais pour les entreprises, nous avons demandé à ce que, d'abord, qu'il y ait un certain désarmement au niveau de l'impôt. Qu'il y ait des allègements fiscaux. Il y a des allègements fiscaux et puis des reports d'échéance. Au niveau des déclarations. Et c'est là
pour le trimestre qui est en train d'arriver jusqu'en fin juin. On a demandé aussi la suppression de la TVA sur les produits de première nécessité et même également sur les produits pharmaceutiques, les produits équipements pharmaceutiques. Nous avons également, ce qui était une attente des entreprises modernes, c'est le report du dépôt de l'alias. Oui, qui devrait se faire au 30 avril. Au 30 avril. Donc, les entreprises sont déjà en difficulté. Le dépôt elles ont connu une certaine déstabilisation du fait de cette pandémie. Ça a fait que les gens, ils ont travaillé presque en effectif réduit. En tout cas, pas avec leur plein potentiel. Voilà, ce qui veut dire qu'en temps normal, devant cette situation, ils ne peuvent pas être disponibles pendant la période. Le fait que le dépôt de l'alias suppose le paiement d'un certain nombre d'impôts et taxes. En général, c'est un paiement immédiat. Et cela, déjà, elles sont en difficulté financièrement. Et cela encore va également avoir un impact très important sur leur trésorerie, parce qu'il faut chercher l'argent ailleurs. Chez les banquiers, quelle est la garantie qu'on donne aux banquiers qu'on sera réglé, parce que cette pandémie, elle est partie, personne ne peut dire quand est-ce que ça va s'arrêter. Alors, le 5 avril, une délégation de la Chambre de commerce, composée des membres du comité ad hoc, mais aussi des représentants des structures affiliées à la Chambre qui ont encore participé au travail que vous avez mené. Cette délégation est partie voir le ministre des Finances. Comment a été la rencontre? Quel a été l'accueil réservé par le ministre, notamment par rapport aux différentes mesures? Bien, le ministre, d'abord, ça l'a enthousiasmé. Le fait que le secteur privé lui-même vienne le rencontrer avec des propositions concrètes, il s'est senti soulagé. Parce qu'il a dit qu'il y a même certains secteurs d'activité qui ont commencé à le contacter à titre individuel. Et ça fait désordre. Et maintenant, la Chambre de commerce, qui est donc une institution d'appui et de conseil du secteur qui privé, fédère aussi. Qui fédère toutes ces organisations, est venue le voir avec des propositions écrites qui concernent tous les secteurs d'activité qui ont été impactés par cette pandémie. Donc, il a accueilli ça avec beaucoup, en tout cas, d'enthousiasme. Et il a promis donc de faire parvenir tous les documents au niveau du gouvernement. Et il nous a dit certainement qu'il y aura quelque chose qui sera fait et qu'en temps opportun, nous serons informés. Alors, le président de la Chambre de commerce l'a remercié de cette marque vraiment de sympathie et cette disponibilité. Et il a souhaité la mise en place d'un comité de suivi des propositions qui seront faites par le gouvernement afin que toutes les parties sachent qu'on s'occupe de leurs problèmes. Est-ce qu'il y a déjà, par exemple, des points sur lesquels il y a eu un accord clair avant même qu'il y ait le prochain comité qui va être un comité élargi, chambre de commerce, secteur privé, gouvernement? Est-ce que déjà il y a quelque chose sur lequel le ministre, par exemple, s'est concrètement engagé? Non, au cours de cette réunion, le ministre n'a pas pris d'engagement. Il a, en tout cas, il a promis de voir, en tout cas, le gouvernement pour qu'une solution soit trouvée à toutes les préoccupations qui ont été soulevées. Déjà, avant même la mise en place de ce comité, vous le savez, le gouvernement a pris un certain nombre de mesures que nous avons saluées. Et en son temps, on a dit que la pandémie venait de commencer, on ne sait pas jusqu'où elle va partir. On ne connaît pas tous les impacts. Exact. Et maintenant, au fil des jours, nous voyons les incidences de la situation qui est en train de prévaloir. Et tous les jours, nous mettons à jour notre cahier. Et afin donc d'aller voir le gouvernement pour trouver une solution. C'est pour cela que ce comité que nous avons souhaité, que le président de la Chambre de commerce a demandé donc, la mise en place de ce comité, c'est pour cela qu'il a son importance. Est-ce que vous êtes optimiste par rapport
à la diligence de la mise en œuvre des mesures proposées au niveau du gouvernement, parce que je pense que c'est là que tout va se jouer. Le secteur privé n'a pas beaucoup de marge de manœuvre pour mettre en œuvre lui-même des mesures. Il faut que le gouvernement soit diligent. Nous, on croit à la bonne foi du gouvernement. On sait que la situation est très difficile. Déjà, en temps normal, les ressources de l'État sont dans une situation qui est peu enviable. Ensuite, cette pandémie est arrivée. Ce qui veut dire que les ressources vont encore s'avéniser. Et nous aussi, on est là pour demander. On demande beaucoup. L'impact de toutes ces mesures que nous avons préconisées, c'est des montants très importants. Donc, ça s'est chiffré à combien de milliards? À peu près, c'est on peut faire le traitement. Mais en gros, ça peut aller jusqu'à 500 milliards. Et vous voyez, c'est quand même un montant très important. Et l'État, lui aussi, il va voir, selon ses capacités, ce qu'il peut céder. Et nous avons dit que nous sommes ouverts. En tout cas, ce sont des chiffres que nous avons avancés en fonction donc, des besoins de tous les secteurs que nous avons, que nous avons visités, avec lesquels nous avons eu tous les échanges. Voilà, ça, ce sont des montants que on a fait la sommation, c'est ce que ça donne. Maintenant, l'État, lui aussi, en fonction donc, de ce qu'il peut faire, il est là, on va échanger, certainement qu'on va trouver un modus vivendi. Monsieur le Président, merci beaucoup. Je pense qu'on se verra peut-être très prochainement quand le comité, avec le gouvernement, le tripartite, je pense, va aussi commencer son travail. En tout cas, cette question, je pense, elle mérite un suivi à tous les niveaux. Et puis, nous allons faire le suivi assez régulièrement pour voir comment ça avance. Inch'Allah, M. Seydou, nous vous remercions en tout cas de tout l'intérêt que vous portez au secteur privé nigérien. On sait que vous êtes des nôtres et nous souhaiterons aussi que vous soyez notre porte-parole au niveau donc de vos auditeurs pour qu'ils voient que tous les travaux que nous sommes en train d'être faits pour sauver ce secteur privé encore mis à rude épreuve par cette pandémie. Effectivement. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, j'espère que vous avez apprécié ce plateau avec le président du comité ad hoc de suivi des effets et impacts de la pandémie mise en place par la Chambre de commerce et d'industrie du Niger. Restez à notre compagnie pour la suite de cette édition. À tout de suite. Samedi, le 9 mai 2020, le directeur général de l'Agence nationale pour la société de l'information, ANSSI, a animé une visioconférence depuis son bureau à l'endroit des étudiants du Centre africain d'études supérieures en gestion CESAC de Dakar. Le thème de cette visioconférence est « Le numérique, jeunesse et entrepreneuriat, panacée de la réussite en Afrique ». La visioconférence a été modérée par l'administration du CESAC. Le conférencier a présenté toutes les transformations digitales que subissent les pays du Sahel et la place du numérique dans le développement durable. Le numérique est en train de nous permettre de faire de ce monde un village planétaire. Ça devient de plus en plus une réalité. On peut de plus en plus, quel que soit l'endroit où on se trouve sur Terre, avoir accès à la connaissance. Donc, peut-être encore pour certains, quand on parle d'intelligence artificielle, d'objets connectés, de réalité augmentée, ça semble être à la limite de la science-fiction. Mais on se rend compte justement maintenant avec l'accès à toutes ces informations que ce sont des termes avec lesquels on est de plus en plus familier. Combien de jeunes Africains parlent de ces termes avec aisance? Ce qui avait comme gap est en train de disparaître. Mais pour les jeunes, qu'est-ce que ça veut dire? Avoir toute cette connaissance, c'est une chose. Mais il faut rapidement se mettre dans une position pour avoir un impact sur notre société. Donc, d'où le lien véritablement vers l'entrepreneuriat. Et pour que cela soit pérenne, il faut que ce contenu, cette connaissance qu'ils sont en train d'acquérir, qu'ils arrivent à la commercialiser dans des domaines qui auront un impact sur notre vie, à nous autres Africains. Plus de 200 étudiants,
enseignants-chercheurs, professionnels du numérique et entrepreneurs évoluant dans la technologie ont suivi la visioconférence. Ibrahima Gimba a expliqué l'ambition du Niger dans le numérique et les grands chantiers numériques mis en œuvre et pilotés par son institution. On n'a pas d'autre choix que d'aller vers l'entrepreneuriat aussi. C'est le secteur privé qui doit devenir de plus en plus prédominant. Le marché qui est à prendre est immense. Et si les jeunes entrepreneurs africains ne se positionnent pas pour le faire, d'autres le feront à notre place. Il faut nous organiser en conséquence. Au Niger, nous avons lancé un concept qu'on appelle village intelligent qui consiste justement à faire en sorte que cette connaissance, ces solutions, ces entrepreneurs puissent accéder à un maximum donc, de Nigériens qui se retrouvent dans les zones, en tout cas c'est notre cas dans les zones rurales, et c'est le cas aussi de la majorité des Africains. Le numérique est généraliste, dit-il, et il s'applique à de nombreux domaines, dont ceux qui sont prioritaires pour l'Afrique. De ce fait, le numérique doit être accessible à tous et partout. Peu après la présentation, un cadre virtuel d'échange a pris forme. Pendant 2 heures, des questions et suggestions enrichissantes ont été au cœur des échanges. Nous avons tous remarqué l'impact du coronavirus dans l'accélération numérique et la transformation digitale en Afrique. Notamment dit, je fais allusion à la rencontre extraordinaire de nos chefs d'État. Donc je me dis, partant du fait que faire déplacer les chefs d'État pour des rencontres coûte excessivement cher à nos États. Selon vous, comment allons-nous procéder pour la conservation de cet acquis après Corona? Il y aura absolument un après-Covid pour nous tous, pas qu'au niveau des chefs d'État, mais c'est vraiment pour l'organisation de la vie de la nation et même du continent en particulier. Aujourd'hui, ils se sont rendus compte, comme vous et moi, qu'on peut effectivement s'entretenir et en toute sécurité par exemple, la distance. Et je suis sûr que c'est des atouts qui vont être conservés. Dans beaucoup de nos pays, maintenant, pas qu'au niveau des chefs d'État seulement, au niveau des ministères, au niveau de l'administration, on est en train d'aller vers une acquisition d'outils pour faire de la téléconférence. On nous a toujours présenté le modèle des GAFA comme le modèle le plus beau modèle. J'aimerais savoir en fait si ces entreprises-là sont, je dirais, le modèle parfait en fait à appliquer lorsqu'on voudrait par exemple s'orienter vers le numérique. J'aimerais savoir est-ce qu'il n'y a pas un modèle typiquement africain? Oui, les GAFA, c'est quelque part un modèle pour tout jeune entrepreneur. En fait, mais ça ne devrait pas être plus que ça de mon point de vue. Donc, il n'y a pas de modèle parfait. Il faut à chaque fois s'organiser autour de la demande locale. Maintenant, répondre à cette demande en utilisant le numérique. La crise sanitaire liée à la maladie du coronavirus a montré au monde l'importance du numérique. Grâce à la technologie, dès le début de la COVID-19, des solutions ont émergé rapidement. Les écosystèmes locaux se sont promptement organisés pour apporter des solutions adaptées. Il ressort de cette visioconférence que la jeunesse, le numérique et l'entrepreneuriat sont les fondements de l'Afrique d'aujourd'hui et les piliers de l'Afrique de demain. Chers téléspectateurs, ravi de vous retrouver dans cette phase de Business Challenge. C'est notre plateau Grand Angle. Et le Grand Angle d'aujourd'hui reçoit un ami et aussi un supporter de l'entrepreneuriat. Je peux dire ça? Un grand supporter de l'entrepreneuriat. Il s'agit d'Abdsalam Cissé. Abdsalam, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu dans Business Challenge. Alors moi, quand j'ai dit ami, ça veut dire qu'on va se tutoyer. On se tutoie hors studio. Donc, c'est ce qu'on fera. Et nos téléspectateurs savent qu'il y a des affinités, des familiarités dans la vie. Donc, en tout cas, ça fait déjà 2-3 ans que Oasis existe. Voilà. 3 ans maintenant, Oasis des entrepreneurs. Alors, moi, tu sais, chaque fois, quand je pense au mot, au nom de ta structure, je trouve ça fascinant parce que un oasis, on sait ce que c'est. C'est là où les gens du désert arrivent à vivre. Et sans oasis dans un désert, on est mort. Ouais. Et là, tu crées un oasis des entrepreneurs. Je sais plus ou moins ce que c'est, mais explique à nos téléspectateurs
qui ne le savent pas peut-être, c'est quoi Oasis, les entrepreneurs, et plus tard on parlera aussi de Empower. Merci Seydou, merci de m'avoir invité et de me donner la possibilité et l'opportunité de parler effectivement de l'Oasis des entrepreneurs. Et oui, je pense qu'il y a des synergies avec toi, notamment sur plusieurs choses. Et c'est toujours une fierté, un honneur pour moi de pouvoir discuter avec toi parce qu'il y a plein d'idées et d'échanges qui sont assez importants et fructueux pour tous les deux, je pense. Et alors, pour revenir sur l'Oasis, l'idée est partie en fait de plusieurs choses. Disons qu'à l'origine, que ça soit... C'est une histoire, en fait, de personnes. Moi, je venais du secteur de la finance, notamment de la microfinance, où je développais des produits axés sur les entrepreneurs. Je ne finançais que des entrepreneurs. Et à un moment, j'ai quand même identifié que le besoin des entrepreneurs n'était pas que financier. Il y avait aussi un besoin d'accompagnement. Et que chaque fois qu'on les accompagnait, quand on les formait, ben en fait, on réduisait aussi les risques de faillite ou de problèmes liés à l'activité d'entrepreneur. J'ai rencontré aussi d'autres personnes, notamment une dame qui s'appelle Swazig et qui voulait développer un projet au Niger axé sur l'autonomisation des femmes et sur le volet environnement. Je dis, tiens, voilà, ça, c'est des choses qui m'intéressent. Voilà, parce que dans mes activités, chaque fois, je fais en sorte de répondre en fait à un besoin aussi qui respecte l'environnement. Et j'ai commencé à me former à travers des structures pour savoir qu'est-ce que c'est qu'en fait, quel est l'apport qu'on peut faire sur l'environnement. Donc, l'idée de l'Oasis, c'est de réunir toutes ces idées-là, de se dire, voilà un entrepreneur qui va avoir en fait un espace dans lequel il y a à la fois le respect de l'environnement, il y a la promotion et l'autonomisation des femmes, et il y a une réponse à tout besoin d'un entrepreneur qui vient dans cet espace. Que ça soit avoir, se sentir à l'aise dans cet espace-là. Et cela se fait aussi dans un contexte où, parce que tu as parlé d'autonomisation des femmes, où les femmes sont quand même des grandes entrepreneurs. Alors, quand je parle de grands entrepreneurs, c'est-à-dire qui entreprennent plus, même si à l'échelle de la taille, ce n'est pas toujours le cas, et qu'il faut renforcer cela. Alors là, est-ce que Oasis a attiré ces femmes-là? En fait, tu fais bien de le dire. Moi, je le dis souvent, l'entrepreneuriat des femmes en Afrique n'est pas une innovation. C'est une réalité millénaire. Voilà. Depuis, on prend les exemples de Maïdaka quand on était petit déjà. C'était des gens qui venaient, qui faisaient une prestation et qui étaient payés. Effectivement. Donc, cette tradition à entreprendre, elle est culturelle et historique chez nous. Maintenant, la différence, c'est que pendant longtemps, ces femmes exerçaient des activités que moi j'appelais, c'est de l'entrepreneuriat de survie. C'est-à-dire que non seulement parce qu'elles étaient rejetées du système scolaire, elles n'avaient pas accès à l'école, et même quand elles avaient accès à l'école et qu'elles étaient diplômées, il existait toujours des barrières pour les recruter. Et au final, en fait, face à tout ce problème, elles se sont rabattues sur l'entrepreneuriat. Mais cet entrepreneuriat, c'était un entrepreneuriat de survie parce qu'elles n'avaient pratiquement pas le choix. Aujourd'hui, nous, à l'Oasis, justement, on part de ça en leur disant, vous faisiez de l'entrepreneuriat de survie, nous, on va vous faire évoluer vers l'entrepreneuriat d'opportunité. C'est-à-dire que vous développez des activités, on vous donne les outils à travers des formations, à travers des rencontres, à travers des exemples avec d'autres entrepreneurs, pour avoir un effet de scaling, où vous montez du niveau où vous étiez pour aller à un niveau d'échelle supérieure. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est ça que l'Oasis apporte à ces femmes en leur disant que ce soit les groupements, que ce soit des entrepreneurs individuels, ainsi de suite. Ça, c'est quelque chose que nous portons. Et de plus en plus, on porte aussi un concept qui nous est cher, c'est le concept de l'entrepreneuriat des femmes. Comment tu peux expliquer aujourd'hui ce que fait le statut de Oasis et le statut de Empower, par exemple? Effectivement, les deux entités existent.
on a l'oasis des entrepreneurs, qui est en fait, comme je le définissais tout à l'heure, l'espace de rencontre en fait. À la fois entre entrepreneurs, des gens de l'environnement, des gens qui développent des concepts et qui est un lieu en fait d'échange. Donc l'oasis... Un oasis comme son nom le dit. Exactement. C'est vraiment un espace exactement comme le concept de l'oasis où des gens différents peuvent venir se rencontrer. Ou l'entrepreneur qui a traversé le désert. Exactement. Ou la personne qui a amené des produits, ou celui qui va apporter d'autres produits ailleurs, ou celui qui veut tester un produit se rencontre et en discute avec eux. Donc c'est un espace coworking. C'est vraiment un espace d'échange. Et l'Oasis, c'est aussi des opportunités de formation pour des gens, des entrepreneurs de façon ponctuelle. Quelqu'un peut être dans l'espace, il veut avoir une formation sur quelque chose. Ah, ben nous, on a des formateurs qui sont dans l'espace et qui mettent ça à disposition à condition que la personne adhère aux conditions. Et l'Oasis fait de l'incubation aussi ou pas? Non, l'Oasis n'en fait pas. Okay. L'incubation, par contre, est développée au niveau de l'association Empower. Empower, en fait, c'est l'association qui développe nos programmes axés spécifiquement sur les femmes. Donc, sur Empower, on a développé un certain nombre de programmes qui, en fait, nous permettent d'atteindre nos objectifs d'autonomisation des femmes. C'est le programme d'incubation qui s'appelle Women Act. C'est le programme de pré-incubation qui s'appelle Communities. C'est le programme d'agroécologie pour des femmes entrepreneurs qui s'appelle le programme Grow. On a un programme de formation avec des groupements qui s'appelle Seeds. Et on a développé un programme de formation groupement axé avec subvention qui s'appelle Présage. Donc, les programmes axés spécifiquement sur les femmes sont développés par Empower. OK. Voilà. Et Empower est totalement